Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape de ce Tour de Romandie. Une étape, encore une fois, vallonnée, mais de toutes les étapes de ce tour, c'est celle qui a tout de même le nombre de mètres de dénivelé le plus faible. Il y en a quand même 2500. Mais hier, il y en avait 2800. Il y en avait même 3200 il y a 2 jours. Les ascensions sont plus faciles qu'hier. 3 cols de 3e catégorie et un col de 2e catégorie qui sera la dernière ascension du jour. Le col de Mollendruz, 14 km à 3,5%. Son sommet sera situé à 40 km de l'arrivée. Et ensuite, ce sera basiquement une longue descente jusqu'aux 3 derniers kilomètres. Et là, on aura 3 derniers kilomètres à environ 6% de moyenne, qui donc devrait favoriser une arrivée pour puncher. Un profil a priori qui pourrait correspondre à Remco Evenepoel que l'on a vu actif hier. Intéressant de voir aussi ce que peut faire Lenny Martinez sur une telle arrivée. Des coureurs comme Oscar Onley, Lennart Van Etvelt, voire même Mathieu Brennan, pourquoi pas. Le vainqueur d'il y a 2 jours. Sans oublier bien sûr les 2 des favoris au classement général, Carlos Rodriguez et Joao Almeida. Mais il y a plein d'autres possibilités. Aujourd'hui, c'est encore une fois très très indécis. Tout est un petit peu possible. Est-ce que ça va être les favoris qui vont s'expliquer? Est-ce que ça va être un gros peloton? Est-ce que ça va être des échappés finalement comme hier, qui se sont échappés dans le final? Plein de scénarios possibles pour cette 3e étape du Tour de Romandie. 183 km entre Cossonay et Cossonay. On fait encore une boucle. Et il y a encore pas mal de suspense aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Est-ce qu'Alex Baudin va réussir à garder son maillot de leader? C'est un Français qui a aujourd'hui le maillot jaune de leader de ce Tour de Romandie. Vu le final, pas si difficile que ça. Ça devrait le faire pour Alex Baudin, à moins que Lennart Van Etvelt, qui n'est que 6 secondes derrière lui, s'impose et lui prenne la première place aux bonifications. Et là, il y a des attaques dès le kilomètre 0, avec 4 coureurs là, qui sont sortis. On retrouve Tobias Bayer de l'Alpecin de Koninck, Hub Hartz de l'Intermarché Venti, Bauke Mollema de la Lidl Trek. Et puis c'est Stefan Kung qui est là pour la Groupama FDJ. Ils sont sortis immédiatement. Derrière, on a encore un autre groupe là, de 6 coureurs qui tentent de sortir pour rejoindre les hommes de tête. Mais le peloton qui les prend en chasse, ces 6 coureurs non, qui ne parviendront pas à rejoindre le groupe là, de tête avec Stefan Kung. Ils sont repris par le peloton. Et ouais, les 4 coureurs qui sont bien sortis dès le début. Et du coup, ça inquiète Ben Zwihoff qui attaque à son tour. Il n'est pas devant le coureur en tête du classement de la montagne. Il s'est fait surprendre. Il pensait peut-être pas que l'échappée se ferait si vite. Et du coup, là, il sort vraiment à contre-temps tout seul pour tenter de revenir devant. Alors que parmi les échappés, Tobias Bayer est distancé. Et il n'était peut-être pas aussi bien que ça. Là. Il a pourtant pris l'échappée. Mais là, il n'arrive pas à suivre le rythme des 3 autres. Le coureur de l'Alpecin de Koninck qui est lâché. On n'a donc plus que 3 hommes en tête avec Bauke Mollema, Stefan Kung et Hub Hartz. Derrière, donc, Tobias Bayer lâché et Ben Zwihoff en contre qui va tenter de revenir. Mais ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Parce que là, les 3 hommes de tête, ils se sont vraiment envolés. Ils ont plus de 3 minutes d'avance. Et Ben Zwihoff, combler 3 minutes à lui tout seul, face à des rouleurs comme Stefan Kung en plus, ça paraît très, très compliqué. On est dans la montée de Montcheron, la première difficulté du jour. Un col de 3e catégorie. 5 km à 4% de moyenne, rien de très dramatique. Derrière, Ben Zwihoff a rattrapé Tobias Bayer, qui finalement n'est pas dans un bon jour. Il l'a même distancé. Tobias Bayer, il va être repris par le peloton, alors qu'au sommet de Montcheron, c'est Stefan Kung là, qui passe en tête devant Hub Hartz et Bauke Mollema. Ben Zwihoff est beaucoup plus loin. Il ne prendra pas de points. Il n'y avait que les 3 premiers qui prennent des points. Allez, Ben Zwihoff tout seul, c'était pas possible. Il est repris par le peloton. Il va pas pouvoir prendre de points dans les difficultés de la journée, d'autant plus que les échappés sont vraiment loin. L'écart qui est au-dessus des 5 minutes. C'est la première fois sur ce Tour de Romandie qu'on a des échappés qui ont plus de 5 minutes. 5 minutes 35 exactement
à 150 km de l'arrivée pour Stefan Kung, Hub Hartz et Bauke Mollema. Et parmi ces 3 coureurs, il y a quand même un coureur qui est bien placé, hein, c'est Hub Hartz. Il n'a qu'1 minute et 16 secondes de retard au classement général sur Alex Baudin. Stefan Kung, beaucoup plus loin, est à 8 minutes. Bauke Mollema a plus de 11 minutes. Donc eux ne sont pas dangereux au classement général. Mais attention, Hub Hartz, ça force du coup l'équipe IF un petit peu à travailler dans le peloton. Parce que le maillot de leader est en danger là avec ce Hollandais à l'avant. C'est pour ça qu'on voit Hugh Carty pas mal travailler. Mais on voit aussi un coureur de la Visma Lease Bike, Julien Vermote. Et un coureur de la Picnic Postenel avec encore Romain Combeau qu'on a déjà vu travailler il y a quelques jours. On a encore foi entre Mathieu Brennan et probablement Pavel Bittner ou Oscar Only pour la Picnic Postenel. On est dans l'ascension de Cossonay qui sera l'ascension finale en fait. Hein, on la passe à 3 reprises cette ascension de Cossonay, 2,2 km à 6% de moyenne. Et l'arrivée sera jugée à peu près même pas 1 km après le sommet de cette côte de Cossonay. C'est encore une fois Stefan Kung qui passe le premier au sommet de Cossonay. Cette fois-ci, il devance Bauke Mollema et Hub Hartz. Mais bon, avec 10 petits points, il est encore loin de Benzviov qui n'est pas là. Hein. On l'a dit, repris par le peloton. Mais son maillot est loin d'être en danger pour l'instant. L'écart qui est toujours autour des 5 minutes. Là, ça ne grandit plus, c'est monté jusqu'à 5 minutes 30. Là, c'est revenu à 5 minutes parce que ça devenait évidemment assez inquiétant. Stefan Kung, il prend tout ce qu'il y a à prendre. C'est encore lui qui passe en tête cette fois-ci au sprint intermédiaire. Tous les points qu'il y a à prendre, il les prend. Alors, pourtant, c'est pas du tout l'ambition de ces échappées-là, mais il se trouve que c'est à chaque fois lui qui passe en tête quand même, à la fois au sommet des montagnes et sur les sprints intermédiaires, alors qu'on est à peu près à mi-course. Ce sprint, il est vraiment à mi-course et on se rapproche déjà de la 2e ascension de la montée de Cossonay. On est à environ 90 km de l'arrivée. Les échappés ont toujours 5 minutes d'avance sur le peloton. Au sommet de Cossonay, pour le 2e passage, Stefan Kung continue d'engranger les points. Il passe en tête devant Bauke Mollema et Hub Hartz. Il a désormais 15 points au classement de la montagne. Je rappelle que Benzviov est en tête avec 47 points. L'écart qui a légèrement diminué. Ça y est, ça commence un petit peu à s'inquiéter vraiment dans le peloton, à s'agiter. L'écart qui est toujours toutefois de 4 minutes et 25 secondes. Il y a encore de la marge. Et puis, pas mal d'abandons aujourd'hui pour quelques coureurs. On a notamment les sprinteurs Milan Menten et Michael Zilliard, le coureur de la Lotto et de la Tudor, qui ont abandonné, alors qu'on aurait pu penser que c'était un final un petit peu difficile, mais pour un sprinter qui a les jambes, ça aurait pu le faire. Ils ne seront pas là. On a aussi vu Matteo Sobrero de la Red Bull Bora Hansgrohe et Anton Kuzmin, le Kazakh de l'XDS Astana, qui ont également abandonné aujourd'hui. 70 km de l'arrivée, l'écart qui est tout pile de 4 minutes entre les 3 hommes de tête, Hub Hartz, Bauke Mollema et Stefan Kung. Et le peloton, on a donc 2 Hollandais et un Suisse en tête. Avant que les choses s'accélèrent véritablement, on va faire un point sur un des échappés parce que c'est quand même, il y a deux noms très connus, Bauke Mollema et Stefan Kung, un petit peu moins connus avec Hub Hartz. On va s'intéresser à Bauke Mollema parce que c'est un des coureurs les plus expérimentés de ce peloton. C'est le 2e coureur plus vieux là sur la course derrière Geraint Thomas. Il a 38 ans, le Hollandais. Il a commencé sa carrière professionnelle du côté de la Rabobank. Vous vous rappelez de la Rabobank? Ça remonte un petit peu. C'était en 2008 quand il a signé son premier contrat pro. Ça aussi, ça remonte. C'était il y a 17 ans pour Bauke Mollema. Il a passé 5 saisons à la Rabobank. Ensuite, il était à la Belkin Pro Cycling Team qui a pris la suite de la Rabobank. Et puis, il a signé ensuite à la Trek en 2015. Et il y est resté depuis. Ça fait 10 ans qu'il y est. Et il y sera encore une 11e saison parce que c'est pas encore la retraite pour Bauke Mollema. Il a dit qu'il prendrait sa retraite en 2026. On le verra encore donc l'an prochain sur les routes. Et Bauke Mollema, il a un très beau palmarès. Il compte 18 victoires dans sa carrière et vraiment des victoires prestigieuses. Des victoires sur le Tour de Pologne, sur le Tour de Suisse, sur la Vuelta en 2013 où il a remporté un sprint devant Edvald Boasson et Maximiliano Richese. Il a remporté la Classica San Sebastian en 2016. Il a remporté 2 étapes du Tour de France. Une en 2017 devant Diego Ulissi et Tony Galopin. Il s'imposait en solitaire. Et une autre en 2021. Il était une nouvelle fois en solitaire avec plus d'1 minute d'avance sur Patrick Conrad et Sergio Higuita. Des échappés qui allaient au bout pour Bauke Mollema sur le Tour de France. Et puis il a aussi remporté un monument. Il a remporté le Tour de Lombardie en 2019.
C'est évidemment le plus beau succès de sa carrière. Et là aussi, il était en solitaire. Il terminait avec 16 secondes d'avance sur Alejandro Valverde et Egan Bernal. Et puis, il a aussi remporté le classement par points de la Vuelta en 2011. Lui qui n'est pourtant pas vraiment un sprinter, c'est plus un puncher grimpeur. Et ben, il avait, en début de sa carrière, en 2011, pris suffisamment de points pour remporter le classement par points réservé aux meilleurs sprinters. Ça remonte évidemment à un autre temps. Depuis, ses qualités ont un petit peu changé. Il était probablement meilleur sprinter dans sa carrière, dans son début de carrière, qu'il ne l'est désormais. Bauke Mollema, 18 victoires donc, mais sa dernière victoire remonte, c'était en 2022, lorsqu'il était champion des Pays-Bas du contre-la-montre. Depuis, plus rien pour le Hollandais qui aimerait bien remporter une belle dernière. Est-ce que ça pourrait être aujourd'hui ? Avec Stefan Kung et Huub Aerts comme compagnons d'échappée, pourquoi pas ? Pour le coureur hollandais très expérimenté, Bauke Mollema à l'avant aujourd'hui, sous le soleil suisse. Depuis le début de ce Tour de Romandie, on se croirait à la Côte d'Azur. Il fait toujours beau, il fait chaud, 25 degrés en moyenne. D'ailleurs, certains coureurs ont même limite souffert de la chaleur, ce qui est assez rare pour signaler sur le Tour de Romandie où il y a plutôt souvent de la pluie, voire même de la neige. Stefan Kung qui décide de tenter sa chance en solitaire à 52 km de l'arrivée. Là, il s'est défait de Huub Aerts et de Bauke Mollema. On est dans cette longue ascension du col de Mollendroes, le col de 14 km à 3,5% de moyenne, col de deuxième catégorie. Et Huub Aerts qui est en train de revenir, il n'a pas réagi tout de suite à la première accélération, mais là, il revient au train et vient se remettre dans la roue de Stefan Kung, le mieux classé au classement général, 1,16 seulement de retard sur Alex Baudin, le coureur de l'Intermarché Venti, qui revient dans la roue du coureur de la Groupama FDJ. Bauke Mollema, par contre, le coureur de Lidl Trek est en difficulté, il n'a pas pu suivre. Ses jambes un petit peu plus âgées que les deux autres lui font des siennes et il a perdu immédiatement une trentaine de secondes. On a donc plus que 2 coureurs en tête, Huub Aerts et Stefan Kung. Le peloton qui a clairement accéléré 2 minutes et 23 secondes d'écart seulement désormais. On voit plusieurs équipes travailler. On a vu beaucoup la Visma Lease the Bike de Mathieu Brennan et la LIF Education Easy Post d'Alex Baudin, le leader. Mais là, on a aussi un coureur de la Bahrain Victorious. Alors, est-ce qu'on a foi en Lenny Martinez, peut-être ? Puisque la Bahreïn travaille, on a aussi la Picnic Post-NL toujours aux avant-postes, probablement pour Oscar Only. Il faut dire que la plupart des sprinteurs ont abandonné. Il y avait quand même quelques sprinteurs au début, ils sont tous plus là, à part Mathieu Brennan, à part Pavel Bittner, à part peut-être encore Clément Venturini. Mais voilà, Aniolkowski, Amaury Capio, qui avait terminé 40 secondes hors délai, n'a pas été repêché, il est plus là. Henry Hulig, Lucas Neurka, Arthur Klickers, Michael Zaliard, Andrea Vandrame qui n'a jamais participé, Daniel Mankley, c'est tout plein de sprinteurs qui ont abandonné. Et du coup, forcément, pour les quelques coureurs rapides qui restent, on sent qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est le moment ou jamais, parce que demain, c'est de la haute montagne. Et ça sera certainement pas pour un sprinter. Huub Aerts, là, il peut plus suivre le rythme de Stefan Kung, le rouleur suisse, à domicile, forcément, qui se sont poussés des ailes dans cette ascension qui lui correspond parfaitement. Très longue, pas trop pentue pour lui. C'est vraiment une ascension parfaite pour le profil de Stefan Kung. Et du coup, Huub Aerts, gabarit plus petit, n'a pas pu suivre la puissance de Stefan Kung. Il est distancé, probablement, définitivement. On est encore à 5-6 km du sommet. On est donc parti pour un duel entre Stefan Kung et le peloton. Le peloton qui ne ménage pas ses efforts. L'écart qui est désormais tout pile de 2 minutes. Et beaucoup de coureurs lâchés. Il n'y a plus qu'une 60-70 hommes dans le peloton. Le rythme est terrible, mis par les coureurs de la Bahrain Victorious et de l'IF notamment. Parce que, voilà, une fois au sommet, si Stefan Kung a 2 minutes d'avance au sommet, on serait à 40 km de l'arrivée. Mais c'est 40 km quasiment tout en descente. Et donc pour reprendre 2 minutes à un Stefan Kung en descente, bonjour. C'est évidemment pas facile du tout. Donc, on s'inquiète dans le peloton. Stefan Kung seul en tête, désormais, en mission, pour aller chercher une victoire d'étape sur ce Tour de Romandie où il a déjà remporté 3 fois. Une étape sur le Tour de Romandie, quand il est dans son pays natal, il se sent en forme. Il n'a pas entendu le contre-la-montre de dimanche où il sera un des favoris pour tenter d'aller chercher une étape. Il essaye aujourd'hui et c'est pas impossible, même s'il est désormais tout seul. Ça va être très très intéressant là. Il arrive au sommet, Stefan Kung, et il n'a pas perdu de temps du tout. Il a 2 minutes et 9 secondes d'avance sur le peloton. Juste à l'instant où il passe au sommet du col de Mollendroes. Et maintenant, c'est une longue descente. C'est d'abord 10 km de vraie descente et ensuite 20 km de faux plat descendant, on va dire. Mais c'est parfait pour un coureur comme Stefan Kung.
il va falloir qu'il y ait plus d'équipes qui se mettent en chasse du Suisse. Là. S'ils veulent le rattraper avant la fin, avant le mur final de 2-3 km à 6%, parce que là, avec 2 minutes, il est vraiment... il a une petite marge quand même. Il y a vraiment de l'espoir pour Stefan Kung, et on voit le coureur de la Visma Lease Bike se joindre au coureur de la Bahrain Victorious et à celui de la Picnic Postenel pour travailler. On a arrêté, je crois, du côté de l'IF parce que le danger c'était Hub Hartz et Hub Hartz il va être repris. Bokemolema a déjà été repris. Il reste encore Hub Hartz intercalé. Mais là, Stefan Kung il fait un sacré numéro et là, c'est toute une question de résistance et la résistance c'est un petit peu son point fort à Stefan Kung. Donc combien il en a encore sous la pédale, c'est ce qu'on va voir. Il est parti dès le début, dès le kilomètre 0. C'est une échappée déjà de 140 km. Mais là, dans cette descente vraiment pentue, il va pouvoir reprendre des forces pour les 20 derniers kilomètres plutôt en faux plat. Un peloton contre un homme, mais pas n'importe quel homme, Stefan Kung. Stefan Kung qui passe en tête du second sprint intermédiaire et du prix de la combativité. Là, cette fameuse nouvelle façon de faire, il y a une ligne où le premier qui passe sera sur le podium ce soir pour le plus combatif. Et évidemment, c'est lui, il le mérite. Malheureusement, pour la victoire d'étape, c'est plus compliqué. On est à 25 km de l'arrivée et l'écart qui a pas mal diminué. Plus qu'une minute d'avance pour Stefan Kung. Tout le peloton travaille ensemble. Hein. C'est vraiment, on a vu la Movistar désormais se joindre à la lutte aussi. On travaille sûrement pour ravir Romo. Donc la Movistar, plus la Visma Lease Bike, plus la Picnic Postenel, plus la Bahrain Victorieuse, plus l'IF. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour un homme seul en tête depuis plus de 150 km. On a beau être Stefan Kung. Ça commence à sentir un petit peu le roussi, d'autant plus qu'il y a ces 3 derniers kilomètres qui sont en montée. Donc même s'il arrive aux 3 derniers kilomètres avec 30 secondes d'avance, risque de se faire avaler dans cette montée finale. Il y a encore un petit peu d'espoir, mais c'est vrai que les probabilités de victoire ont un petit peu shifté et sont désormais un peu plus du côté du peloton, où on a toujours Mathieu Brennan qui se pose comme le favori aujourd'hui, ainsi que tous les favoris du classement en général. Personne d'important de lâcher, même s'il y en a eu beaucoup, et ils ne sont plus qu'une 60aine de coureurs, on va dire, dans ce peloton. J'ai l'impression de voir un chat cruel jouer avec une souris à moitié morte, et ne pas l'achever, parce que là l'écart est de 10 secondes et ils maintiennent cet écart. Peut-être ils n'essaient pas de le reprendre trop tôt, on est à 13 km de l'arrivée. Les équipes se disent si on le reprend un peu trop tôt, il y a d'autres coureurs qui vont tenter de sortir. Tant qu'il est devant là, vraiment à portée de tir, ça va empêcher toute initiative de coureurs de tenter un coup de loin. C'est assez cruel, mais c'est sûr, hein. Stefan Kung, il ne pourra pas s'imposer aujourd'hui, l'écart qui n'est que de 10 secondes. Il reste encore trop de temps, plus l'ascension finale. On voit déjà même des trains en train de se former. On voit la Visma Lease Bike parfaitement placée avec 4 coureurs devant Mathieu Brennan. Et on a aussi la Bahrain Victorious avec 4 coureurs devant Lenny Martinez qui sont parfaitement placés. Ils ont aussi Matish Parchsens du côté de la Bahrain Victorious qui est plutôt un sprinter. Donc laquelle des deux cartes ils vont jouer? Lenny Martinez pour le punch dans les passages plus pentus ou Parchsens pour le sprint sur les 600 derniers mètres plutôt plats. Il y a du suspense pour la victoire, mais ça ne sera pas pour Stefan Kung, ça c'est sûr. Il est repris, Stefan Kung, à 11 km de l'arrivée. Finalement, il avait pourtant 2 minutes d'avance à 40 km, mais il avait plus trop de jus. Et là, ils sont tous les 3 derrière, avec Bokemolema et Hub Hartz. Ils sont tous les 3 à l'arrière du peloton en train de discuter de leur échapper. Ils se donnent des petites tapes sur l'épaule, ils sourient, ils rigolent. Ils disent, voilà, on a essayé. Mais voilà, ils sont pas abattus. C'est les 3 derniers du peloton, Hub Hartz, Bokemolema et Stefan Kung, qui n'auront pas réussi aujourd'hui malgré un bel écart. Ils ont eu quasiment jusqu'à 6 minutes d'avance. Mais le peloton s'est très bien entendu pour revenir. Et désormais, ça va être un sprint, mais un sprint en montée. Donc, ça va être très intéressant. On va voir si des coureurs vraiment peut-être comme Remco Evenepoel va se mêler. Pour l'instant, il est plutôt à l'arrière du peloton. Evenepoel, pas sûr qu'il se mêle à la lutte. Les coureurs du classement général qui vont aussi vouloir garder le plus de fosses possible pour demain et l'étape décisive de montagne. 3 km de l'arrivée. Le peloton groupé, et on va arriver donc au pied de cette dernière difficulté, ce dernier mur à 6%. Est-ce que les coureurs vont tenter d'attaquer dès le pied pour surprendre les sprinteurs? Est-ce qu'on va arriver tous groupés? Plusieurs scénarios possibles dans ces derniers kilomètres. Pour l'instant, c'est un coureur de la Visma Lease Bike qui est en tête, qui imprime le rythme le plus fort possible pour empêcher justement qui que ce soit de vouloir attaquer, pour s'assurer un sprint massif dans lequel Mathieu Brennan semble le favori. Derrière, on voit des coureurs de la Ineos. Peut-être on travaille pour Sam Watson, qui est toujours là. Lui, Samuel Watson, le vainqueur du prologue. Et d'un seul coup, Pascal Encorn est là. Et il y a Remco Evenepoel dans sa roue. Donc finalement, ça l'intéresse Remco Evenepoel cette arrivée. Jevine dans sa roue.
Alexander Vlasov juste derrière. Coureur de la Movistar qui remonte, c'est Pablo Castrillo qui est aussi là. Geraint Thomas également bien placé. C'est la Movistar qui a pas mal de coureurs avec Ivan Romeo en tête du peloton pour la Movistar, avec Geraint Thomas dans sa roue, Remco Evenepoel en 3e position, Javier Romo dans la roue de Remco Evenepoel, Oscar Onley juste derrière lui. Pour l'instant, on ne voit pas Mathieu Brennan qui est un peu plus loin. Et allez, on voit Javier Romo qui accélère, Oscar Onley dans sa roue, Remco Evenepoel qui suit. On a Louis Barret aussi qui est là, le Français de l'Intermarché-Venti en 4e position dans la roue désormais de Remco Evenepoel. Javier Romo, c'était juste une tentative pour voir si on le suivait. On l'a suivi, il n'insiste pas. Et ça ralentit désormais. Est-ce que quelqu'un va tenter une attaque dans ce passage plus lent? Et c'est Jevine qui attaque. Il a fait un plus grand écart là que Javier Romo. C'était une vraie attaque de la part de Jevine. Ils l'ont vu partir juste à la flamme rouge. Juste à la flamme rouge, Jevine comme Fortunato un petit peu hier. Et sauf que lui, il s'est pas retourné comme l'a fait Javier Romo qui s'est juste dressé sur les pétales pour voir si on le suivait. Il est sorti. Il a fait son effort, il ne se retourne pas et il a pris 50 mètres d'avance. Derrière, c'est la Décathlon qui roule. Parce qu'on a Aurélien Paré-Peintre aussi. C'est un final qui pourrait lui convenir. Mais pour l'instant, Jevine s'est échappé. Il a toujours une cinquantaine de mètres. On est toujours sur le passage pentu. On est encore à 250 mètres du sommet avant les 500 derniers mètres un peu plus plats. Mais là, il a fait vraiment un bel écart. Ça sent bon. Ça sent bon pour Jevine. Jevine qui continue son effort. Et derrière, on ne voit plus personne. Si, ça y est, c'est la Baranite, c'est Lenny Martinez qui tente de lancer de très loin pour tenter de revenir aux 200 mètres. Mais il a trop d'avance, Jevine. Il va s'imposer. Lenny Martinez qui va peut-être faire la 2e place, mais ça sera trop tard. Et oui, c'est la victoire de Jevine. Lenny Martinez qui continue son effort et qui vient faire 2e, qui va prendre quelques bonifs. C'est peut-être bien Joao Almeida qui fait 3e. Ah là là, c'est dommage pour Lenny Martinez qui vient faire 2e. Mais c'est bien Jevine qui s'impose. L'attaque comme Fortunato hier. Pile à la flamme rouge. Personne qui réagit immédiatement et une fois qu'il a 50 mètres d'avance, il porte son effort et derrière ça se regarde un tout petit peu, ça réagit trop tard et ça revient pas. La victoire pour l'Australien Jevine et pour la Team Emirates, qui n'était pas forcément celui qu'on avait pensé aujourd'hui, mais il a parfaitement joué le coup et finalement les purs sprinters, ils n'ont pas pu. Mathieu Brennan, j'ai pas vu combien il a fait, mais il n'était pas là dans le final, il a même été devancé par donc Lenny Martinez. Qui fait plaisir malgré tout, son punch a parlé, mais Jevine était devant et s'impose. Il est sorti un petit peu comme Fortunato hier, on revoit le sprint final là, avec Lenny Martinez qui sort, mais il a 100 mètres de retard. Jevine, il a le temps de se retourner, même de lever un bras et profiter. Ils vont finir 2 secondes derrière encore, Lenny Martinez. Et vraiment comme hier, c'est une sortie un petit peu en facteur, juste un effort où il prend 10-20 mètres. Celui qui était le premier du peloton, c'était Javier Romo qui venait de faire son effort et donc il n'a pas pu prendre sa roue. Et du coup, Jevine a continué, a pris 50 mètres et c'était fait. Ils l'ont plus revu, comme Fortunato hier. La sortie, le coup du kilomètre à la flamme rouge qui a parfaitement marché. Elle est belle, cette victoire pour Jevine qui n'avait plus gagné au niveau World Tour depuis le Tour Down Under en 2023. Et puis surtout qui n'avait plus gagné en World Tour depuis sa terrible chute. Sur le Tour du Pays Basque, il était dans cette fameuse chute où Vingegaard, Roglic et Evenepoel étaient tombés. Il y avait aussi Jevine et Stef Kras qui avaient été en vérité les 2 plus durement touchés. On avait eu très très peur pour Jevine qui était complètement immobile dans le fossé. Et aujourd'hui, il est enfin complètement remis et il s'impose sur ce Tour de Romandie. C'est la 9e victoire de sa carrière et sa 4e de niveau World Tour. Lui qui compte aussi 2 victoires sur la Vuelta. Ça, c'était en 2022. Il s'impose bel et bien avec 2 secondes d'avance donc sur Lenny Martinez qui prend une très belle 2e place et puis 6 secondes de bonification. Et Joao Almeida qui vient faire 3e et prend lui 4 secondes. Belle 4e place pour Louis Barret de l'Intermarché-Venti qui est décidément en pleine forme. Il devance Alberto Bettiol, 5e, Javier Romo, 6e. Remco Evenepoel vient faire la 7e place juste devant Aurélien Paré-Peintre, Oscar Onley. Et puis Mathis Rondel, encore là le jeune Français qui vient terminer 10e. On a 4 Français dans ce top 10. Dans ce groupe de 24 coureurs, on retrouve Carlos Rodriguez, Alexander Vlasov et puis surtout le leader Alex Baudin qui n'a pas perdu de temps, il n'a pas été pris dans les petites cassures sur la fin. Il sera donc toujours le leader. Coureur pris dans les cassures, par contre Mathieu Brennan, finalement seulement 34e à 13 secondes. Et puis David Gaudu, il n'est pas en forme. Pour l'instant, David Gaudu, lui aussi, il a lâché du temps, il finit 46e et perd 56 secondes. Tout comme Benoît Cosnefroy, 48e à 1,24. Mais lui, c'est un peu plus logique, il est en phase de reprise. Pour Gaudu, c'est plus décevant. Derrière, un coureur a fini loin après tout le monde, mais juste dans la time limite. C'est Léandre Lozouet, le Français de l'Arkea BNB Hotel, qui termine à 26 minutes
et 16 secondes, soit 9 minutes après l'avant-dernier Casper Asgreen. Il a fini tout seul, mais il n'a pas connu la même mésaventure qu'Amaury Coppiot. Il termine dans les temps. Point de vue abandon, 2 coureurs de plus par rapport à ceux que j'ai cités en cours de course sont à abandonner. Hugo Toumire pour la Cofidis et puis un autre Français. Et là, c'est un peu plus décevant. C'est Clément Champoussin pour l'XDX Astana Team qui était en pleine bourre depuis le début de la saison mais qui aujourd'hui a dû abandonner. Peut-être il paye tous les efforts justement qu'il a fait depuis le début de saison. On l'a vu sur de nombreuses courses. Et il abandonne aujourd'hui Clément Champoussin. Le classement général, Alex Baudin reste donc leader devant Junior Le Cerf et Lennert Van Envelt. Lorenzo Fortunato et Juan Pedro Lopez, ils étaient tous dans le groupe à l'arrivée, donc restent bien positionnés. Derrière, par contre, il y a des petits changements avec 3 coureurs qui doublent Remco Evenepoel, Jevine, Almeida et Martinez qui gagnent tous une place. Evenepoel passe de la 6e à la 9e place, mais c'est tout très serré. Harold Terrada complète ce top 10. Classement par points, c'est Jevine qui cette fois-ci est le leader et qui prend le maillot orange du classement par points à Mathieu Brennan qui est 2e et Lorenzo Fortunato 3e. Au classement de la montagne, Ben Zioff est toujours leader, mais Stefan Kung est désormais 2e de ce classement avec 25 points. Il a encore 22 points de retard sur Ben Zioff. Hugh Carty est 3e de ce classement, puis pas de changement au classement du meilleur jeune. Alex Baudin devance toujours Junior Le Cerf et Lennert Van Envelt, les 3 premiers du classement général qui sont tous les 3 également dans cette catégorie de meilleurs jeunes. Demain, c'est l'étape où tout va se décider, puisqu'on a 4 ascensions, 2 cols de 3e catégorie, 2 cols de première catégorie avec l'Anzer, 14 km à 7% dès le début d'étape, le Nax, 11 km à 7% en milieu d'étape, et puis un 3e col de première catégorie pour finir, Thion 2000, 20,2 km à 7,7%. Donc là, c'est terrible, c'est quasiment 1 heure de pure ascension. À 8%, ça va faire des écarts énormes. Pour l'instant, les écarts, tout est serré, mais ça sera très 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 différent demain. Ça promet de la bataille à la fois pour le classement général, pour la victoire d'étape, pour le maillot de meilleur grimpeur aussi qui sera complètement remis en jeu demain. Il y aura beaucoup de points à prendre avec ces cols de première catégorie en cours d'étape. Ça va faire mal, c'est tout ça sur une étape assez courte par contre, seulement 128 km. Donc voilà, ça va être très très intense et ça va très certainement dessiner le classement général final avant un dernier chrono. Ça sera demain et on a déjà hâte d'y être. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.